RFM Soir, il est 22h, le journal. Retour de parquet pour le maître coranique Abdoulatif Cissé. Il est le présumé auteur des coups mortels contre Habiboulaye Camara. La famille et l'association des Serigne Dara s'expriment demain. Toujours pas de nouvelles des 3 pêcheurs de Soumbédioune disparus en mer hier. La marine nationale mise à contribution pour les recherches. Suspension des acquisitions de véhicules de fonction. RFM jette un coup d'œil sur les rétroviseurs. Il y a 8 ans, le chef de l'État a privé des chefs de village de leurs véhicules. Ils attendent toujours la restitution compromise par Macky Sall. C'est fait, les travaux du stade olympique officiellement lancés. 25 000 ouvriers vont travailler sur le site. Inauguration prévue au mois d'août 2021. Les sports, Abdou Diouf Junior, Tour de Web Oumar Mbow. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye, l'invité de la rédaction, Khady Ndiaye Kébé. Elle est la chef de l'unité environnementale et sociale du bus Rapide Transit. Bienvenue à toutes et à tous. Fama John. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette information, le véhicule du journaliste Pape Alé Niang a fait un accident sur la corniche. Il a heurté un autre véhicule et est monté sur le trottoir. La police est sur place, de même que notre reporter Omar Mbow. Il s'en est sorti indemne. Affaire du talibé Habiboulaye Camara dit Kamou, son présumé bourreau Abdoulatif Cissé, maître coranique, a bénéficié d'un retour de parquet. Les parents de la victime et l'association des Serigne Dara vont tenir un point de presse conjoint demain. Et rappelons que les résultats de l'autopsie ont révélé un traumatisme crânien suite à des coups et blessures ayant entraîné une hémorragie. Lutte contre la mendicité. Seuls 21 talibés mendient dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane sur un total de 272 talibés pour 21 Dara. C'est ce qui est ressorti de 5 ans de lutte contre ce phénomène mené par l'association des Ndayou Dara avec l'appui de la mairie. La dite association a tenu cet après-midi un point de presse avec la clé, une remise de dons en nature aux écoles coraniques, compte rendu Abdoulaye Diop. Dans la lutte contre la mendicité des talibés, la commune de Gueule Tapée Fass Colobane a fait d'énormes efforts, selon le maire Ousmane Ndoye. Aujourd'hui, je peux dire qu'à 80-90%, il n'y a plus de jeunes mendiants dans notre commune. Les jeunes mendiants qui errent ici le matin viennent en général de la banlieue, ils débarquent à Colobane. Nous avons une brigade de surveillance qui les déroute le matin, de sorte que dans notre commune, très peu d'enfants sortent et c'est nous-mêmes qui les organisons parce que ça fait partie. La modernisation des écoles coraniques et la formation des apprenants sont entre autres facteurs qui ont participé à la réduction de ce phénomène. Nous arrivons à moderniser les daras. Ce n'est plus des daras qu'il y avait avant. Il faut faire un tour, vous vous rendrez compte qu'on a changé. Et puis quand on les change en relation avec les maîtres coraniques. Nous mettons l'argent à leur disposition, nous surveillons ce qu'ils en font avec les entrepreneurs qu'ils auront choisis. Allez sur les lieux, vous verrez. Nous leur donnons des émoluments également. Nous les aidons en denrées alimentaires pour éviter que les enfants sortent. Par ailleurs, les Ndayou Dara condamnent la récurrence de la violence faite aux talibés. Ndeye Abouimatou Mbeng est la présidente de leur association. Ça nous attriste vraiment. Nous invitons les autres communes à suivre notre exemple. Nous combattons cette violence et interdisons les maîtres coraniques de Gueule Tapée Fass Colobane à battre leurs talibés. Des dons en nature ont été faits aux daras de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Objectif, mieux améliorer leurs conditions de vie. Abdoulaye Diop, je vous le disais en titre, les 3 pêcheurs de Soumbédioune n'ont toujours pas été retrouvés. Des plongées et patrouilles de la marine n'ont pour le moment rien donné, selon nos sources. RFM, il est 22h05. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Port d'Indayane, aucun contrat n'a été encore signé avec qui que ce soit. Précision du ministre de la Pêche, selon Ali Ndoye, l'État négocie toujours avec ses partenaires. Il ajoute que les 1200 hectares recensés sont destinés aux ports et aux zones économiques. Ali Ndoye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, avec Abdourahmane Diallo. Il s'agit du port de Ndayane, je le reprécise ici, ce qui a été dit récemment dans la presse n'est pas avéré. Aujourd'hui, il n'y a aucune signature de contrat concernant ce port. Les négociateurs d'ailleurs de cette entité arrivent au Sénégal demain pour justement continuer ces négociations qui sont menées depuis un bon moment maintenant. Nous espérons y arriver avec en tout cas en maximisant les avantages de l'État du Sénégal, du peuple sénégalais et en mettant un accent aussi sur les notions de souveraineté.
souveraineté et autres, et je pense qu'il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Les populations parlent de 1200 hectares, je crois que le périmètre lui-même ne dépasse pas cela, du port. Maintenant, vous savez, parfois on y met d'autres zones. Tout ça, c'est à la fin des négociations et des explications à fournir, parce qu'il y a, par exemple, d'autres zones qui sont sollicitées pour des zones économiques spéciales, toujours à l'avantage des populations, parce que c'est le développement économique qui est recherché dans ces différentes zones. Donc il ne faut pas tout mettre dans le port, mais tout n'est pas à capitaliser dans le port. Le Sénégal et le Japon ont signé un accord de don de plus de 6 milliards. C'est pour la construction du quai de pêche de Mbour et de Joal. Selon le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye promet ainsi d'appuyer les sinistrés de l'incendie du quai de pêche de Mbour. Il estime qu'en 2019, la pêche dans la région de Thiès a généré 210 milliards. Il préside un CRD à Mbour. Abdourahmane Diallo. Face au ministre de la Pêche, les acteurs du secteur de la région de Thiès ont listé leurs mots. Un moment choisi pour Alioune Ndoye d'annoncer de nouveaux projets sur la petite côte. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Sénégal et le Japon ont signé un accord de don de 1,308 milliard de yens, soit 6,540 milliards de francs CFA, pour l'aménagement de nouveaux quais à Mbour et à Joal. Il ajoute même que les autorités vont appuyer les pêcheurs qui ont perdu leur matériel lors de l'incendie du quai de pêche. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui ne devraient pas cohabiter, surtout dans une telle forme d'exécutif. Donc vraiment compatir et dire que nous serons à leur côté. L'enquête m'a été transmise ce matin même d'ailleurs par le gouverneur. Donc nous étudierons cela. Le ministre de la Pêche estime que Mbour occupe une place importante dans la pêche. Du parc piroguier, fort de près de 3500 unités et des mises à terre d'environ 191 475 tonnes en 2019 pour une valeur commerciale de plus de 78 milliards de francs CFA. Les quantités de produits transformés seraient pour la même année à 18 926 tonnes pour une valeur de 10 milliards de francs CFA. Les acteurs de la pêche de la région de Thiès fondent un espoir sur leur ministre de tutelle. Ils espèrent que toutes leurs préoccupations seront prises en compte par Alioune Ndoye, RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. À Kaffrine, près de 200 milliards, c'est le besoin exprimé pour développer l'agro-industrie dans le bassin arachidier. C'est l'objectif que s'est fixé le projet Agropole qui envisage d'augmenter le taux de transformation des produits agricoles qui est de 30% à 97%. El Hadj Djili Mbaye, le coordinateur du projet, au micro d'Omar Ndiaye. Comme vous le savez, notre pays a de grands potentiels en matière d'agriculture, mais ce potentiel reste suffisamment inexploité. Nous avons un faible taux de transformation des produits agricoles. Pour comparaison, au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont un taux de transformation qui avoisine les 97%. Au niveau du Sénégal, nous sommes à moins de 30%. Donc, c'est partant de ce fait que nous avons retenu de travailler sur la transformation des produits agricoles pour faire en sorte de diminuer les importations de produits agroalimentaires qui pèsent sur la balance commerciale du pays et en faire en sorte aussi d'ajouter de la valeur aux exportations du Sénégal. C'est dans ce cadre-là que le plan Sénégal émergent a retenu de mettre en place 3 agropoles compétitifs intégrés au niveau du sud du Sénégal, du centre et du nord du pays. Les études que nous avons eu à faire connaîtront un investissement qui équivaudra à peu près à 170 milliards. Suspension des exportations de graines d'arachide. Des opérateurs continuent d'acheter des graines pour l'exportation. Et selon Ibrahima Badiane, une fois achetées, les graines sont stockées en attendant la levée de cette mesure qu'ils espèrent pour bientôt. Le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier est convaincu que la mesure n'aura pas l'effet escompté et la préservation des semences sera hypothéquée, il a dit à Ibrahima Diamé. Ce que nous dénonçons, c'est que le ministre de l'Agriculture avait sorti un arrêté qui demandait aux exportateurs d'arrêter l'achat des graines pour sécuriser les industries locales que sont la Sonacos, Copel et autres et sécuriser aussi nos semences. Tel n'est pas le cas. Il y a des opérateurs étrangers qui ont arrêté depuis cette date-là, mais il y en a d'autres qui ne respectent pas l'arrêté, qui sont en train d'acheter les graines jusqu'à présent. Donc nous, en tant que producteurs, nous sommes concernés parce que nous devons sécuriser d'abord nos semences. Où est-ce que vous les avez constatés, ceux qui continuent à acheter? C'est où précisément? Vous savez, nous, après avoir fait nos tournées, on a constaté qu'à Kaon, à Kaffrine et pas mal de points, il y a des opérateurs qui sont en train d'acheter les graines. Ça,
c'est une réalité. Donc il faut respecter l'arrêté du ministre. Et ce que nous demandons aussi au ministre, c'est de ne pas parler seulement. Il faut qu'il y ait une suivi. Vous êtes sûr que ceux qui sont en train d'acheter, c'est destiné à l'exportation? Oui, c'est destiné à l'exportation parce que quand nous avons demandé à un acheteur, ce qu'il nous a dit, c'est le ministre qu'ils attendent. Dans les semaines à venir, il va sortir un arrêté qui va les permettre d'exporter ces graines. OMVS, le volet navigation sera mis en œuvre sur le fleuve Sénégal. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, par ailleurs président du Conseil des ministres en charge de l'eau des pays membres, Serigne Mbaye Thiam, exhorte l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à redoubler d'efforts pour la réalisation des projets comme le barrage de Gourbassi au Mali pour contrôler les eaux de la Falémé ainsi que l'aménagement hydroélectrique de Koukou-Tamba en Guinée. Serigne Mbaye Thiam a visité ce jeudi le siège de l'OMVS en présence du haut-commissaire. Nous l'écoutons au micro de Koumba Sandiane Faye. On produit une organisation qui est respectée au plan international et qui est un modèle de gestion partagée des ressources en eau et un modèle qui permet d'assurer la paix et la sécurité entre des pays qui partagent des ressources en eau. Je demande à chacun d'entre vous de se projeter sur les 30, 40 ou 50 années qui viennent et de se dire qu'aujourd'hui, en 2020, je suis à l'OMVS. Par mon travail, je suis en train de poser des actes qui vont avoir un impact sur les générations futures par la mise en œuvre des projets que nous avons actuellement. Le projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Donc, l'accord commercial a été signé en octobre 2019 ici à Dakar. Le volet aménagement hydro-agricole a vu le jour. Le volet hydroélectricité a vu le jour. Il reste le troisième volet, le volet navigation. Tout à l'heure, le haut-commissaire l'a dit aussi, un des autres projets importants, c'est Gourbassi, qui permettra de réguler sur la Falémé, qui permettra de réguler davantage le fleuve Sénégal et qui permettra donc de sécuriser la navigation, mais en même temps de sécuriser la disponibilité de l'eau pour l'usage agricole dans des zones comme Matam par exemple. Un autre projet qui est gigantesque, important, mais qui va rentrer dans le cadre de la solidarité entre nos quatre États, sera le projet de Koukou-Tamba, qui va être réalisé en territoire. À l'instant, Serigne Mbaye Thiam, les acquisitions des véhicules de fonction et de services sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le chef de l'État. RFM donne la parole aux chefs de village. Ces derniers ont été privés de leurs véhicules de service par Macky Sall en 2012. Déjà 7 ans qu'ils courent toujours derrière leurs moyens de déplacement de leurs communautés respectives. Le président de la République avait pourtant promis la restitution de cette mesure impopulaire. Le président de l'Association nationale des chefs de village, Mamadou Faye, parle d'une demande sociale forte. C'est un élément signé Salif Sow. Ce véhicule, vraiment, ça nous rendait un très grand service. Coup de frein en 2012. Arrivé au pouvoir, l'actuel président de la République, Macky Sall, décida de réaffecter les véhicules des chefs de village au service de sécurité. 700 voitures de type pick-up au total. C'était des moyens de transport d'une grosse importance, insiste Mamadou Faye, président de l'Association nationale des chefs de village du Sénégal. On se déplaçait avec ces véhicules pour aller répondre aux réunions officielles. Et dans le village, quand il y avait des cas sociaux, soit un malade, on se servait de ce véhicule pour servir de se déplacer. Et ça rendait d'énormes services aux chefs de village et aux populations même des communes. Donc au niveau national, ça servait de très grands services. Suffisant pour renouveler la demande, requête aux échos favorables dans le mur du palais pourtant. Lors de son discours à la nation le 4 avril 2017, le chef de l'État avait promis aux chefs de village véhicules et argent. 3 ans après, l'effectivité de la restriction de la mesure tarde à se faire, signale le chef de village de Faoy, arrondissement de Fimela, département de Fatick, Mamadou Faye. On a besoin quand même, parce que quand même, actuellement au Sénégal, le décret qui a nommé ces chefs de village-là, le même décret qui a nommé le sous-préfet et le préfet, même le gouverneur de région, c'est ce même décret-là qui a nommé le chef de village. Pour être au service des populations, être au service du commandement territorial. À leur propre charge, les chefs de village exercent une mission de service public. À ce jour, ils sont 37 000 sur l'ensemble du territoire national. Salif Sow, la gendarmerie de la zone
Sud invité à orienter ses actions vers la lutte contre la criminalité, les attaques à main armée, le vol de bétail et la coupe illicite de bois. Instruction reçue ce matin du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire en visite dans la zone. Général Jean-Baptiste Tine s'est aussi prononcé sur les nombreux crimes non encore élucidés dans la région de Ziguinchor. Lamine Ba. Le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a clairement signifié à ses hommes dans le sud les priorités qui lui tiennent à cœur. Il s'agit de la lutte contre la criminalité, les attaques à main armée, le vol de bétail et la coupe illicite de bois. Le général Jean-Baptiste Tine leur a demandé de concentrer les efforts sur ses principales missions. Je leur ai demandé de garder le même cap dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je veux parler des attaques à main armée, je veux parler du vol de bétail, je veux parler du trafic illicite de bois, prévenir le terrorisme. J'ai aussi demandé au commandant de Légion de renforcer les partenariats avec les autres forces de défense et de sécurité présentes dans la région. Voilà donc au total les orientations que j'ai données à mes unités ici. Interpellé par la presse sur l'issue des nombreux crimes non encore élucidés par la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie nationale a laissé entendre que les enquêtes se poursuivent et promet qu'elles seront rendues publiques une fois bouclées. Tous les crimes et délits font systématiquement l'objet du déclenchement d'enquêtes judiciaires. Mais une enquête judiciaire, elle peut prendre du temps que les enquêteurs ne maîtrisent pas forcément. Le temps que ça prend, c'est le temps de rassembler les preuves de plus en plus par des moyens techniques et scientifiques en vue d'appréhender les auteurs. Donc ne soyons pas pressés. Toutes les enquêtes qui n'ont pas encore abouti sont en cours. Vous aurez connaissance de leurs résultats. Spécifiquement sur l'évolution de l'enquête de la mort d'Abdou Elinkin Diatta, le patron de la gendarmerie ne s'est pas prononcé, arguant qu'il est tenu par les dispositions du Code de procédure pénale sur le secret de l'enquête. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, Adtons est une société de télécom qui compte distribuer gratuitement des motos tricycles dans des zones où les femmes accouchent, souvent sur des charrettes. C'est une initiative de son directeur exécutif qui a été meurtri par une vidéo d'une scène d'accouchement difficile. Gaspard Manon s'est interrogé par Makumba Bey. Il y a très longtemps, j'avais vu un programme quelque part et j'avais vu une femme au Sénégal accoucher sur une charrette parce qu'elle n'avait pas l'argent pour appeler. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc on s'est donné un objectif social, on en a beaucoup. De pouvoir financer toutes sortes d'ambulances en forme de tricycle gratuits dans les villages. Est-ce qu'il y a un budget que vous avez déjà dégagé, consacré à ça? Non, pas encore. Lancé. Et tout dépend de la prise sur le territoire. Mais je pense que ça va très très bien marcher au Sénégal et donc on pourra faire beaucoup de choses. Pas seulement les tricycles, mais dans l'éducation et dans toutes sortes de secteurs qui auront des impacts sur la cohésion sociale, sur la petite et moyenne entreprise. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama Dione. Les travaux du Stade du Sénégal officiellement lancés. 2500 ouvriers vont mouiller le maillot pour livrer l'infrastructure au bout de 17 mois. Le président de la République Macky Sall a procédé à la pose symbolique de la brique qui annonce le début officiel de ces travaux. Le Stade du Sénégal va être livré le 20 août 2021 a dit Macky Sall à Diamniadio. Abdou Diouf Diagne. Cette infrastructure de 50 000 places assortie d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité et d'une piste d'athlétisme va être livrée en août 2021 selon le président de la République. J'ai eu un déjeuner à l'invitation du président de la FIFA. Je lui ai posé la question, à combien estimez-vous un stade comme le Spartak? C'était un prix important. Mais j'ai considéré que la jeunesse sénégalaise et le sport sénégalais n'avaient pas de prix. Selim, je te donne rendez-vous 20 août 2021 pour l'inauguration. La construction de cette enceinte mobilisera une importante main-d'œuvre. Salim Mora, directeur de l'entreprise turque Zouma, parle de 2500 ouvriers. Dans ce chantier, Inch'Allah, nous allons avoir 2500 ouvriers, tellement de sous-traiteurs, tellement de fournisseurs, écoles pour la formation des gens sénégalais. Ça va permettre beaucoup
beaucoup d'opportunités. Avec ces stats dont les travaux vont durer 17 mois, le Sénégal sera en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, revendique Macky Sall. Je demande au ministère des Sports de travailler ardemment avec la Fédération sénégalaise de football afin que le Sénégal puisse organiser dans les 4 ans à venir la Coupe d'Afrique. Autre vœu émis par le chef de l'État, la réforme du sport scolaire et universitaire, qui d'après lui demeure le véritable terreau des champions de demain. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, Ligue Europa, les 16e de finale allaient boucler ce soir. Shakhtar Donetsk a battu à domicile Benfica 2-1, Club Bruges 1, Manchester United 1. A noter que le Sénégalais Crépin Diatta n'a pas joué pour le club belge. Le Ludogorets a perdu à domicile face à l'Inter Milan 0-2. Sporting Portugal a fait bonne affaire à la maison 3-1 contre Istanbul Başakşehir. Francfort 4, Red Bull Salzbourg 1. Ajax Amsterdam, c'est la surprise de la soirée. Getafe qui a battu Amsterdam à domicile 2-0. Cluj Séville 1 but partout également entre Celtic Glasgow qui a voyagé à Copenhague. Olympiakos 0, Arsenal 1, un but des Anglais donc qui a soulagé cette équipe d'Arsenal qui a au début de cette partie un peu cafouillé. Bayer Leverkusen a reçu et battu Porto 2-1, AS Rome 1, Gantoise 0. Les Rangers de Glasgow ont reçu et battu Braga 3-2. Malmö est allé perdre en Allemagne face au Wolfsburg 1-2. Apoel Nicosie 0. FC Bâle 3, Wolverhampton 4, Espanyol Barcelone 0. C'est le score le plus lourd de cette soirée. Alkmaar 1, Linz ASK 0. 1 plutôt, un but partout. Tekio de boxe, ça démarre mal pour le Sénégal. Mamadou Ndiaye a été battu par l'Angolais Daniel Eduardo Zola. Son compatriote Pape Mamadou Sow n'a pas connu meilleur sort. Il a été disqualifié à cause de problèmes administratifs Sodetiam. Mauvais départ du Sénégal pour le TQO. Pape Mamadou Ndiaye, de la catégorie 69-75 kg, est éliminé au préliminaire. Malgré sa déception, il encourage ses coéquipiers. J'ai pris un coup et contre en boxing. C'est pour ça qui m'a pénalisé la deuxième reprise et la troisième, j'ai fini fort. J'ai pris au minimum 2 ou 3 pour aller aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. C'était mon rêve. Je ne pensais jamais que j'allais perdre ces combats-là parce que je fais des plus grands combats à New York. J'ai combattu avec les champions de New York et c'est avec eux que je faisais les sparring, les entraînements avant de venir. Daniel Eduardo Zola, l'Angolais qui l'a éliminé. Et moi je viens de très loin, donc je viens de France pour combattre, même si je représente mon pays d'origine qui est l'Angola. Donc j'avais intérêt à gagner, pas seulement pour moi mais pour mon équipe qui me suivent. Je devais gagner ces combats. Je pense que le plus difficile c'était de me canaliser et me dire, même si mon adversaire boxe chez lui, eh bien peu importe. Pour moi c'est un adversaire comme n'importe quel autre. Et voilà, aujourd'hui mon travail a montré que j'étais plus fort. Si Pape Mamadou Ndiaye s'est vu éliminé sur le ring, Pape Mamadou Sow, lui, n'a pas pu s'échauffer. Il est disqualifié. Bon, je me suis entraîné pendant 7 mois. Donc mon rêve c'était de participer aux Jeux Olympiques. Et j'avais confiance totale d'aller en Tokyo. Cela n'a pas pu aboutir. Donc je peux dire que la faute pour moi c'est le vice-président de la fédération, M. Khan. Pour nous on devrait faire une visite médicale. Donc il a donné 5 licences à CIO. Il a oublié mon licence dans ce qu'il a vu. Après, il m'a appelé, il a dit qu'il a vu mon licence. 11 combats au programme pour la première journée. Ce vendredi, un autre Sénégalais va monter sur le ring. Il s'agit de Matar Sombo. Le TQ de boxe a démarré cet après-midi Sodetiam, Dakar Arena, avec des combats préliminaires. Les organisateurs se disent satisfaits. Mamadou Diagne et Ibrahim Awad pensent que c'est rassurant. Surtout que notre pays prépare les JOJ de 2022. Alors, nous parlons judo, championnat national et quelques clubs encore attendus. Les enregistrements se poursuivent jusqu'au jour de la compétition. Pour l'instant, 14 clubs ont inscrit leurs combattants, 73 au total. Les dispositions techniques sont au point. La pesée démarre ce vendredi. Ali Bodjan est le secrétaire permanent de la Fédération sénégalaise de judo chargé de l'informatique et de la technique. Nous l'écoutons.
Les clubs ont jusqu'à hier 18h pour s'engager. Là, on est dans l'enregistrement des différentes catégories. De même que les arbitres, tout le monde va être inscrit au niveau du logiciel FIGE. Et ça avance, vous allez terminer? Non, ça c'est bientôt fini. Ça me reste quelques clubs. Il y a des clubs qui n'ont pas encore envoyé leur engagement, mais on va les prendre le jour J, c'est-à-dire demain vendredi ou aujourd'hui. S'ils m'envoient ça, je les prends. Je vais les inscrire parce que c'est le championnat du Sénégal. On permet à tout le monde d'y participer. Là où nous sommes, on est à 14 clubs pour 73 combattants pour l'instant, 52 hommes et 21 dames pour l'instant. On a innové, c'est en individuel le samedi 22 et par équipe mixte de 3, c'est-à-dire 3 dans la catégorie des hommes et 3 dans la catégorie des dames. On a appliqué ça pour la première fois lors des championnats du monde passé. Tout est ok parce que le samedi passé, on a testé le matériel. On avait organisé une compétition test ici. Tout s'est bien déroulé. Alhamdoulilah jusqu'à l'instant, mais bon, comme c'est l'informatique, on ne peut pas être rassuré à 100%, mais je croise les doigts. Il croise les doigts. Le championnat national de judo démarre par les éliminatoires à la pesée ce vendredi. Les individuels sont prévus samedi et les combats par équipe dimanche 23 février à Thiès. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Oumar Mbow. Bienvenue. Il est inacceptable de laisser le Mali seul dans sa crise. Propos du roi d'Imbalakh écrit en rouge à la une du site du groupe Futur Média IGFM.sn. Youssou N'Dour a tenu ses propos lors d'un point de presse en terre malienne. Il est à Bamako pour un concert live ce vendredi au stade Omnisport Modibo Keïta. L'homme à abattre au sein de l'Alliance pour la République est bien Mauritanian selon l'Herald.net, Dakar Matin et Seneweb.com. Ces sites qui ont repris l'Observateur font savoir que tout est parti de sa déclaration de candidature à la mairie de Saint-Louis. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur aurait aussi aidé Pape Alé Niang dans la rédaction de son livre intitulé « Scandale au cœur de la République, dossier d'Ikoud ». Suspension de l'achat de véhicules administratifs, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, voit cela comme un cirque de la gouvernance sobre et vertueuse, titre la Teranga.sn. Rapatriement des étudiants sénégalais à Wuhan, Maître Amadou Sall est contre, informe Dakar Actu. Le membre du Parti démocratique sénégalais Soukhali Sopi considère que le chef de l'État a raison de dire que le Sénégal n'a pas de moyens pour le faire. Le seul couac dans la déclaration de Macky Sall est sa brutalité, martèle-t-il. Actualité hors de nos frontières au Nigeria, une épidémie de fièvre hémorragique fait 100 morts dans le pays, informe la Teranga.sn. Sur BBC Afrique, on peut lire « Larry Tesler, l'inventeur du copier-coller, est décédé à 74 ans ». Sport football, lancement des travaux du stade olympique, le ministre des Sports Matarba considère qu'avec le nouveau stade qui va bientôt sortir de terre à Diamniadio, on n'aura rien à envier au Stade de France. L'ancien international sénégalais et double ballon d'or africain El Hadj Ousseynou Diouf estime qu'il est temps pour le Sénégal d'organiser des compétitions d'envergure mondiale. Information de U-Sport. C'est désormais officiel. Le combat de lutte avec frappe devant opposer Papa Sow à Siteu aura bel et bien lieu le 5 avril prochain, à lire sur igfm.sn. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci à vous, Oumar Mbow, quartier Var, Youssouf Bodjan. Bonsoir et bienvenue. Le concept Éco-École, une réalité au collège de Boukitingo dans le département de Oussouye, région de Ziguinchor. Les élèves y allient production végétale et protection de l'environnement à travers une brigade verte, des activités écolo supervisées par leur encadreur Mamadou Lamine Djiba, professeur de SVT. On s'est dit que pour mieux outiller les jeunes à faire face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos écosystèmes, mieux vaut commencer dès le bas âge pour essayer d'installer en eux l'amour de l'environnement et aussi des outils pour faire face à cette menace qui pèse sur nos écosystèmes. On a commencé par des pépinières. Au début, c'était pas évident parce que beaucoup d'élèves ne comprenaient pas. Mais avec une communication positive, petit à petit, ils ont compris. Donc nous avons accepté de sacrifier nos heures de récréation pour occuper un peu les élèves parce que nous sommes en milieu rural. On les forme à faire des pépinières, à faire d'abord la sélection des graines, à charger des gaines, à entretenir des pépinières. C'est eux-mêmes qui apportent les graines. C'est un système de cotisation de semences. Et donc, nous avons choisi plusieurs variétés. Vous avez l'allée des fleurs, nous avons choisi des fleurs, mais nous avons plusieurs espèces d'agrumes. Des agrumes tels que les tangelos, nous avons des marcellinas, nous avons des pomelos ici, nous avons des limes de Tahiti. Et nous avons presque 70 papayes qui sont là. Et les agrumes tournent autour de 80 agrumes. Et les pépinières, nous avons des citronniers qui tournent autour de 450
pieds de citronnier. Bon, là, nous occupons toutes les parties qui sont vides, qui ne sont pas occupées, qui n'ont pas de bâtiment. Au lieu que ces parties soient envahies par des herbes, alors on s'est dit mieux vaut planter utile et organiser l'espace de façon que ça soit un espace attrayant. Les élèves sont au centre du projet Éco-École. L'objectif, développer en eux la notion de protection de l'environnement. Le club Éco-École de Bukittingho est présidé par Aminata Diatta. Ici, on nous demande de planter les arbres parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il y a trop de vent. On nous apprend à faire le greffage, de comment planter les arbres, tout ça. En arrivant, si tu es venu très tôt, tu vas arroser les arbres. Tu arroses, s'il y a quelque chose à faire, l'arbre n'a pas d'eau, tu arroses. S'il y a quelque chose qui manque là-bas, tu mets là-bas ou des herbes pour baisser les humidité. Est-ce qu'aujourd'hui, les plantes, ça pousse bien? Ça pousse bien, oui. Ça pousse normal. Parce qu'on travaille sans mettre les engrais chimiques, on travaille avec toute la nature. Par exemple, le paillage, on fait ça tout sans mettre là-bas de l'engrais. C'est le paillage qui tient l'humidité pour les vers se nourrissent là-bas. Et vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il y a beaucoup d'essence dans la nature, il y a trop de vent, c'est pourquoi on plante les arbres. Parce que il y a les changements climatiques qui changent toujours. Au-delà de l'aspect éducation environnementale, Éco-École permet aux professeurs de SVT de faire des travaux pratiques avec les élèves. Une initiative saluée par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cheikh Faye. Ce processus de production végétale, c'est des processus classiques qui sont enseignés en SVT. Mieux encore, d'autres techniques ou pratiques culturelles comme le bouturage, le marcottage, tout ça, c'est des choses qui sont apprises de manière théorique dans les classes et que les élèves ici pratiquent dans la cour, dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est juste pour dire que ces activités déroulées en extramuros dans le cadre de ce projet fécondent les activités pédagogiques en intramuros, en ce sens que ça permet de pourvoir le professeur de SVT en prérequis, mais également en matériel biologique, ce qui facilite naturellement les enseignements apprentissages. Mais mieux encore, ça permet aux professeurs dans la cour de pratiquer, d'expérimenter, n'est-ce pas, des théories et des concepts enseignés en situation de classe. Au-delà de ça, maintenant, dans le côté éducation environnementale, c'est une autre dimension de ce projet-là. Parce que voilà une école qui a non seulement une cour bien aménagée, mais avec la brigade d'hygiène, n'est-ce pas, la propreté est maintenue. Et mieux encore, les ordures sont valorisées dans le processus qu'on appelle le compostage et qui est l'engrais issu de ce processus de compostage-là est utilisé dans la fertilisation. C'est des méthodes très écologiques, très bio et même dans la protection, n'est-ce pas, des plantes contre les insectes. Ils n'utilisent pas de pesticides. Ils ont développé, avec l'aide d'étudiants de l'université qui étaient de passage, des techniques de production de produits bio qui peuvent être utilisés pour protéger les plantes. Des propos recueillis par Lamine Ba qui a entièrement réalisé ce numéro de Quartier Vert. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Bonne santé à Wambaye. Bienvenue. Beaucoup de personnes se posent la question suivante. Les médicaments génériques sont-ils aussi efficaces que les médicaments authentiques? La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement PNA, le docteur Annette Seck Ndiaye, se porte volontaire pour répondre à la question et revenir sur la définition. Il n'est pas moins efficace. Au contraire, il est exigé pour mettre sur le marché un générique qu'il ait, je l'ai dit, les mêmes propriétés, qu'il garantisse l'innocuité et qu'il soit de la même qualité. Alors, le médicament générique est une copie authentique du médicament initial, c'est-à-dire de la spécialité. Après plusieurs années de recherche, lorsqu'un médicament il est mis sur le marché par le fabricant qui en détient le brevet, et plusieurs années après, 5 à 10 ans, parce qu'avant c'était 10 ans, ce produit tombe dans le domaine public. Ça veut dire qu'il a été protégé pendant 5 ans ou pendant 10 ans et que c'est seulement après celui qui a été le premier à avoir inventé le produit qu'on peut en faire une copie. La différence de prix pousse certains à se poser des questions sur la qualité et l'efficacité des médicaments génériques. Justement, le docteur Annette Seck Ndiaye les rassure. Celui qui a fabriqué le Princeps a eu à faire certaines études pendant de longues années avant de pouvoir commercialiser son produit. Ce n'est pas le cas du génériqueur
qui lui fait juste une copie authentique. Donc, généralement, le générique coûte 20 à 30% moins cher que le princeps. Et évidemment, quand ça coûte moins cher, on pense toujours que c'est moins bon. C'est une erreur vraiment monumentale. Les génériques sont des génériques de qualité. Vous avez vu, tous les programmes de santé subventionnés par l'État, pour lesquels nous opérationnalisons, nous mettons en œuvre et nous distribuons les médicaments, eh bien, sont des génériques. Et aujourd'hui, vous avez vu les indicateurs de santé que nous avons pour la tuberculose, pour le sida, etc. Merci docteur, merci à tous et surtout, prenez bien soin de vous. L'invité d'RFM Soir, c'est Khady Ndiaye Kébé. Elle est la chef de l'unité environnementale et sociale du bus rapide transit. Elle est avec Seydou Nourouba. Merci à vous, chers auditeurs, de rester en compagnie des programmes de la radio que vous avez choisi, la RFM. Merci à Khady Ndiaye Kébé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Vous êtes chef de l'unité environnementale et sociale du projet BRT, le bus rapide transit au niveau du CETUD. Alors aujourd'hui, quelles sont les parties qui sont concernés par le passage du BRT et où les occupants doivent libérer carrément les lieux? Merci beaucoup. Je vais revenir un peu sur le tracé du BRT. Donc c'est un tracé de 18,3 km qui va de la préfecture de Guédiawaye à la gare de Petersen. On a commencé la libération effective des emprises sur Grand Médine. Donc si vous avez suivi l'actualité, Grand Médine a été libéré et démoli. Donc la prochaine étape a été le rond-point 6. Donc sur le rond-point 6, on était 218 PAP qui ont été recensés. Et ils sont passés en commission de conciliation, ils ont été payés et sommés. Donc les sommations, c'était de 10 jours. Alors je vous entends parler de PAP. Il s'agit de quoi au juste? Les PAP, c'est les personnes affectées par le projet. On ne parle pas d'occupants, ni d'ambulants, ni de déguerpis, mais c'est des personnes qui sont affectées par le projet. Même si c'est des occupants irréguliers de la voie publique, dès l'instant que les projets les affectent, donc on fait... on applique la politique opérationnelle de la Banque mondiale, notamment la politique OP 4.12, et c'est ça qui fait que ces occupants sont éligibles comme personnes affectées par le projet. C'est la raison qui a fait que ces PAP ont été considérés par le projet BRT et payés. Est-ce que, par exemple, ceux de Liberté 6 vont quitter les lieux demain, vendredi? Est-ce que vous confirmez cela? Oui, comme l'a dit le préfet du département de Dakar, donc ces PAP ont reçu leur paiement et les sommations. Il y a eu des réunions qui se sont tenues à la préfecture avec les délégués pour leur expliquer comment ça va se passer et on va programmer cette opération-là demain, Inch'Allah. Maintenant, ce que je voulais juste ajouter, c'est que dans le cadre de la politique des opérations de déguerpissement de l'État, ces PAP devaient être même déguerpis depuis fort longtemps. Mais on avait attiré l'attention de l'autorité comme dès l'instant qu'ils sont considérés comme personnes affectées par le projet BRT, qu'on nous laisse le temps de les traiter et de finaliser avant qu'ils soient déguerpis. Donc là, on ne parle pas de déguerpissement, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais c'est une libération effective de l'emprise du rond-point 6 où sera érigé un pont pour fluidifier la circulation au niveau de cette section. Mais il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire qu'elles n'ont pas été indemnisées. Ces indemnisations concernent qui au juste? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être indemnisé, il faut être éligible. Et il y avait, lors des recensements, donc il y a eu les études qui ont été faites, il y a eu les validations qui ont été faites et le recensement. Donc on a ouvert aussi une période de réclamation pour les omissions. Donc ça, c'était depuis 2016. Aujourd'hui, on est en 2019. Cela nous a valu le temps de monter les dossiers, de les accompagner jusqu'à la signature, donc la conciliation avec le préfet et le traitement de leur dossier pour paiement. Maintenant, si une personne se réclame un droit et qui ne peut pas justifier que lors du passage ou bien lors de la période de gestion de cette réclamation-là, elle n'était pas là ou bien elle était là, si cette personne ne peut pas justifier sa présence sur les lieux, elle n'est pas éligible à une compensation. Donc c'est ça un peu le principe de cette politique opérationnelle-là. Il faut être éligible pour être payé.
Alors, être éligible, quels sont les papiers qu'il faut fournir pour quand même convaincre qu'on est éligible? Non, pour être éligible, il faut déjà, lors du recensement, que vous soyez sur place. Si vous n'êtes pas sur place, il faut justifier avec les OVP ou bien les contrats que vous avez eus avec comme par exemple pour Rond-Point 6, il y avait le projet de Sénégal-Bâche. Si vous n'avez pas de contrat, donc vous ne pouvez pas justifier que vous étiez sur l'emprise. On ne peut pas vous payer, on ne peut pas vous traiter. Parce que vous ne pouvez pas justifier. Vous ne payez pas de taxes à la mairie, d'occupation de la voie publique, vous n'avez pas de contrat avec qui que ce soit, donc vous n'êtes pas éligible, on ne peut pas vous payer parce qu'on ne peut pas justifier que vous étiez là lors du recensement. On ne vous a pas trouvé sur place, on a ouvert une période de réclamation, vous ne vous êtes pas présenté. On a refait le travail sur place, vous n'êtes pas présenté, on vous connaît pas et vous venez lorsqu'on doit carrément libérer pour dire que vous devez être payé. Et vous ne pouvez pas justifier que vous étiez là lors du recensement ou bien avant la date butoir. Parce que pour Dakar, c'était au mois de septembre 2016 qu'on avait fixé la date butoir. Et depuis lors, il y a eu du chemin. Donc si aussi il n'y a pas cette date butoir-là, le budget va exploser. Tout le monde, même moi, demain, je peux venir mettre une table pour dire que je fais mon commerce et j'en fais partie. Donc c'est ça qui fait qu'il y en a peut-être qui sortent dans la presse pour dire qu'ils ne sont pas payés. Alors, les indemnisations vont de combien à combien? Quelle est la somme minimale et quelle est la somme maximale? Bon, je ne peux pas parler de somme parce que c'est comme un salaire. Hein? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est allé au-delà même pour prendre cette question de vulnérabilité en compte. On s'est basé sur le recensement de 2016 qui fixait un peu les chiffres d'affaires ou bien le montant des commerces, donc tout ce que ces gens-là gagnent par secteur. Et à partir de là, donc, on a créé une médiane pour donner la borne inférieure ou la borne supérieure. Ce qu'il faut encore préciser, c'est que c'est des gens qui occupent la voie publique de façon illégale. Et aujourd'hui, on prend l'argent du contribuable pour les aider à partir. Donc le projet a consenti à faire respecter, ces dispositions de la politique opérationnelle du bailleur principal, notamment la Banque mondiale, pour les accompagner à partir. Donc aujourd'hui, ils ont eu leur indemnisation pour leur permettre de partir et de se refaire ailleurs. Nous sommes avec Khady Ndiaye Kébé, chef de l'unité environnementale et sociale du projet BRT, bus rapide transit au niveau du CETUD. Madame Khady Ndiaye Kébé, quelles sont les autres parties qui sont concernées ou est-ce que le rond-point 6 est la dernière étape? Non, c'est loin d'être la dernière étape. Parce que pour l'instant, si vous voyez le projet, les travaux vont démarrer le 2 mars. Donc au niveau de Guédiawaye, sur la section préfecture d'Al Diam, pratiquement il n'y a plus d'occupants. Donc on commence par Guédiawaye et puis on descend vers Dakar. Mais pourquoi on libère le rond-point 6 et on va libérer le rond-point Casbi? C'est parce que là-bas il y aura des ouvrages d'art, comme je l'ai expliqué, parce que la circulation est assez difficile au niveau de ces deux ronds-points. Donc il y aura 2 autoponts au rond-point 6 et à Casbi. Raison pour laquelle on a commencé rond-point 6 où pratiquement toutes les PAP ont été payées. Sur les autres sections, on a procédé au paiement parce qu'il y avait la date butoir de la libération des emprises qui était fixée au 31 décembre 2019. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que 90% des personnes affectées par le projet sont des commerces. Donc c'est des tables, des étals. Donc il y a beaucoup d'injoignables, des gens qu'on ne retrouve plus sur le corridor, même s'ils sont recensés. Donc aujourd'hui, pratiquement, c'est ces personnes-là qu'on est en train de vouloir retrouver pour les faire passer en commission. Parce que tant que le projet n'est pas fini, ces personnes affectées par le projet-là sont éligibles à une compensation. Donc il faut vraiment qu'on finisse pour ne plus parler d'indemnisation. Mais tant que le projet va durer, si ces personnes-là se présentent, on est obligé de les enrôler. Mais quelles sont les autres parties qui sont concernées pour quand même permettre aux occupants de se préparer en conséquence? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on paye une PAP, on lui donne une sommation. Maintenant, cette sommation-là ne veut pas dire que, normalement, si on vous donne une sommation, à la fin de cette sommation, vous devez libérer l'emprise. Mais comme le travail du BRT, les travaux sont phasés,
On s'est dit en fait, c'est des gens qui occupent la voie publique certes, mais c'est des gens qui gagnent leur vie. Si on n'a pas besoin de cette entreprise-là, on peut les laisser là-bas le temps qu'on fasse des travaux, et une fois qu'on en a besoin, qu'on leur demande de partir. C'est que ça devait être un partenariat gagnant-gagnant. Dès l'instant qu'on vous donne une sommation de 10 jours, vous faites 3 mois, donc normalement vous devez vous devez libérer l'entreprise sans problème. Mais comme on sait, c'est leur outil de travail. Peut-être c'est ça qui fait qu'il y en a quelques-uns qui rechignent à libérer l'emprise. Alors donc vous ne pouvez pas, ou vous ne pensez pas le recaser, vous les indemnisez juste, il n'y a pas de recasement? Il n'y a pas de recasement parce que ce n'est pas ça qui est retenu. C'est des gens qui occupent illégalement la voie publique. Donc aujourd'hui, c'est aux mairies de voir, aux collectivités territoriales, de voir comment intégrer cette dimension-là pour créer même des emplois au sein de leur localité, pour voir est-ce qu'ils vont mettre des centres commerciaux, aider à recaser ces gens-là. Mais nous, en tant que projet, ce n'est pas ça notre rôle. On est sur des terrains... Donc là, vous voulez mettre les points sur les i, parce que quand certains demandent à être recasés, là, vous leur dites carrément qu'il n'y aura pas de recasement. Non, il n'y a pas de recasement. On est parce qu'on a fait un accompagnement social, il n'y a pas de recasement. On a sensibilisé aussi les collectivités territoriales par rapport au redéploiement de ces jeunes-là. Mais ce n'est pas à nous, projet, de les recaser. Le projet, le BRT, quand est-ce qu'il sera effectif? C'est sous peu, d'ici quelques mois? Le président de la République a lancé les travaux le 28 octobre. Depuis lors, on était sur les études d'exécution parce que ce qu'on avait dit, c'est avant de démarrer, il fallait faire les études d'exécution, faire une bonne étude sur les déviations, phaser les travaux parce qu'on ne peut pas travailler sur 18 km d'un coup. Donc il fallait phaser les travaux. Donc ça a démarré depuis le lancement des travaux où il y a eu les études d'exécution, les marquages. Et là, on va démarrer effectivement au niveau de Guédiawaye. Pour Grand Médine aussi, c'est un pôle d'échange. Donc ces espaces qui sont libérés servent de mettre les bases chantiers pour l'entreprise. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut travailler intelligemment. Il y a beaucoup de projets en cours. Si on n'harmonise pas et qu'on gère très bien cette mobilité-là, on risque de bloquer la circulation au niveau de la région. Très bien. Merci à vous, Khady Ndiaye Kébé. Merci, M. Ba.